Donc, Leonora Miano, je viens de dire que notre espace de discussion virtuelle est dédié ce soir au lancement de deux de vos livres en traduction allemande, le roman La saison de l'ombre et la collection d'essais Habiter la frontière. Les versions françaises ont été publiées déjà en 2013, 2012 et 2016. Les sujets sur lesquels vous avez travaillé en 2013 sont-ils toujours pertinents pour vous aujourd'hui? Y a-t-il on va dire, une continuité de certains thèmes dans votre travail? Vous parlez du roman La saison de l'ombre. Voilà, Est-ce- du roman, mais aussi des sujets de la collection d'essais Habiter la frontière, de deux. Oh, alors, je pense qu'ont été traduits en allemand s'agissant des essais, euh, une partie d'Habiter la frontière et une partie d'un autre livre qui s'intitule L'impératif transgressif. Mhm. S'agissant des questions qui sont abordées dans ces deux ouvrages, oui, on peut dire qu'elles continuent de m'intéresser et que certaines d'entre elles sont d'ailleurs amplement explorées dans mon essai le plus récemment publié qui s'intitule Afropéa et qui est apparu à l'automne dernier, à l'automne 2020 aux éditions Grasset. Donc oui, j'ai toujours le même cerveau et les mêmes centres d'intérêt. Donc je travaille toujours sur certaines des questions qui sont dans ces deux livres. S'agissant du roman La saison de l'ombre, j'ai beaucoup travaillé autour de la question de la déportation transatlantique, mais surtout du vécu subsaharien de cette histoire. Je ne pense pas le faire à nouveau bientôt dans un roman, puisque je l'ai déjà fait dans deux romans, dans un répertoire de musique, dans trois pièces de théâtre. Et cette question apparaît comme un motif dans mes autres livres, même si elle n'en est pas le sujet. Donc, je l'ai très amplement examiné. Je ne pense pas en faire le thème principal d'un prochain roman. Mhm. Merci. Euh, on va revenir tout à l'heure au sujet de la déportation à l'occasion du roman La saison de l'ombre. Vous êtes né au Cameroun, vous avez étudié en France et aux États-Unis et vous habitez aujourd'hui à Lomé, au Togo. Avez-vous un public particulier en tête lorsque vous écrivez en public camerounais, par exemple, ou en public français? Est-ce que ça importe pour vous? Oh, pas vraiment pendant longtemps. Je suis un auteur très autocentré, c'est-à-dire que j'écris d'abord, en ce qui concerne les romans en tout cas, je les ai d'abord écrits pendant longtemps pour répondre à des questions voilà, qui me taraudaient, qui me travaillaient moi. Et je pense que si je m'étais soucié d'un lectorat, j'aurais pas écrit la moitié de mes livres. Parce que si l'on prend mes premiers romans, c'était voilà, des ouvrages très durs. Euh, et je ne sais pas si je les aurais moi-même proposés à quelqu'un d'autre. C'était des livres que j'avais besoin d'écrire. Donc la question ne se posait pas pour moi de cette manière-là. Ayant longtemps travaillé maintenant, ayant, je pense, épuisé mes motifs de rage, la colère qui habitait, qui alimentait l'écriture de mon premier cycle romanesque, on va dire, qui s'est conclu avec Crépuscule du tourment. J'ai peut-être un peu plus aujourd'hui le souci, non pas d'écrire pour un public en tant que tel, mais de dire, de dire à un public, au public qui s'intéresserait à, voilà, à mes propositions actuelles. Et je pense que Rouge Impératrice amorce très bien
ce virage, puisque là, il ne s'agit plus du tout d'une écriture qui émane de ma douleur et de mes angoisses et des questions que je me pose au niveau très intime, mais plutôt d'une écriture qui réfléchit à notre destin collectif de manière très directe. Et dans ce sens, même si l'esthétique reste parfois complexe, même si je me fais plaisir avant tout, c'est vrai que j'ai un peu plus à cœur de partager ces interrogations sur le futur avec nous tous. Mais je n'ai pas de public africain ou européen dédié. Moi, je pense que la littérature travaille sur la condition humaine, d'où qu'elle soit, et que les grands livres sont ceux qui sont capables de dépasser leur territoire, le lieu de leur énonciation première. Madame Miano, je voudrais d'abord parler du roman La saison de l'ombre. Les lieux de l'action et aussi le temps historique de l'action ne sont pas indiqués précisément dans le récit. Et cependant, le lecteur comprend petit à petit que les événements racontés se déroulent à l'époque du commencement des déportations des gens de l'Afrique subsaharienne au Nouveau Monde. C'est la disparition d'un groupe de jeunes dans un village de la population de Mulongo qui marque le point de départ du récit. Pourquoi le choix de ce sujet historique? Pour des raisons très très simples. D'abord, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est-à-dire que petite fille au Cameroun, alors que j'étais en classe de 7e, c'est-à-dire la dernière classe du primaire avant d'entrer au collège, nous avons eu un cours d'histoire du Cameroun qui m'a beaucoup marqué. Dans ce cours d'histoire, il y avait une évocation sommaire du trafic humain transatlantique et on expliquait donc aux enfants que nous étions que les chefs de la côte du Cameroun avaient vendu aux Européens des populations qu'ils avaient amenées sur la côte depuis l'intérieur du pays. Et c'était à peu près tout ce qui nous était raconté. On ne nommait jamais les chefs, ils n'avaient jamais de nom. On ne nous disait pas de quelle région de l'intérieur de l'actuel Cameroun venaient les captifs. On ne nous expliquait même pas quelle était la nationalité des Européens qui les avaient emmenés, et ni vers quelle destination. Et donc, cette leçon-là m'avait laissé avec beaucoup de questions qui sont longtemps restées sans véritable réponse parce que quand je les posais autour de moi, je voyais les visages se fermer. Il faut dire que j'ai grandi à Douala, qui est précisément sur la côte du Cameroun, et que si on disait les chefs de la côte, on parlait donc de nous. Et donc, les gens ne voulaient pas parler de cette question, et parce que les gens ne voulaient pas en parler, elle est devenue pour moi une obsession. Alors, quand j'ai grandi, c'est à l'adolescence que, en découvrant la littérature d'auteurs caribéens et afro-américains, j'ai commencé à avoir un aperçu des réponses. Mais si vous voulez, ce que je veux dire ici, c'est que c'est une vieille obsession et qu'avec les années, bien sûr, j'ai accumulé énormément de connaissances sur ce sujet, puisque je suis aussi, comme je pense beaucoup d'esprit littéraire, je suis une passionnée d'histoire, donc j'ai beaucoup lu. Et dans tout ce que j'ai appris, il manquait quand même quelque chose pour moi d'absolument essentiel, c'est-à-dire que la voix de l'Afrique manquait toujours aux travaux des chercheurs. On connaît très bien l'expérience européenne, le commerce triangulaire, on connaît très bien les expériences afrodescendantes, la plantation, l'esclavage, mais il n'y a rien sur le vécu intime des populations africaines subsahariennes
celles qui n'ont pas été déportées, celles qui n'ont pas pris le bateau, celles qui sont restées sur le continent et qui ont néanmoins été affectées par cette histoire et qui l'ont parfois été de manière extrêmement profonde. Et donc, la saison de l'ombre vient répondre à ce silence, vient briser ce silence et commencer à raconter une partie de ce que l'on peut dire de ce vécu intra-africain, puisque la saison de l'ombre ne parle même pas vraiment de la déportation. On ne voit pas le bateau, on ne va pas voir l'esclavage. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui sont frappés par un événement qu'ils ne sont même pas en mesure de nommer et qui va transformer leur vie. En lisant, je me suis rendu compte à quel point nous sommes ignorants sur le point de vue des personnes touchées par les déportations et à quel point nous y pensons peu, enfin nous, je dis en Europe. Et il me semble qu'il y a peu d'exemples dans la littérature où cette histoire est écrite du point de vue de ceux qui n'ont pas été capturés, ceux qui ont été laissés pour compte dans la vie, les communautés et les cultures ont été détruites par les déportations. Est-ce que je me trompe? Enfin, ça me semble en cas singulier dans la littérature, au moins dans la façon dans laquelle vous l'avez raconté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, je n'ai pas vraiment d'explication, je pourrais en avancer quelques-unes, c'est-à-dire que nos aînés, les générations d'écrivains africains subsahariens qui ont précédé la mienne ont beaucoup plus travaillé sur la question coloniale, par exemple, mais parce qu'ils y étaient directement confrontés. Ils vivaient cela. Donc, pour eux, il était difficile d'échapper à cette question. Et ensuite, on a travaillé beaucoup sur les tribulations de l'Afrique postcoloniale qui sont toujours à l'œuvre et qui sont aussi notre quotidien et voilà, qui sont des questions incontournables. La question de ce passé-là, qui est voilà, une histoire vraiment de violence extrême, qui est vraiment voilà, qui est l'histoire d'une déchéance de l'humanité entière. C'est pour ça qu'on le qualifie de crime contre l'humanité, c'est-à-dire quelque chose qui ébranle nos consciences, quelle que soit notre origine. Eh bien, ce n'est pas facile à aborder quand on est encore dans une situation de précarité économique, politique, quand on est encore à la recherche de sa souveraineté. Alors peut-être qu'il fallait appartenir à une génération plus récente, peut-être aussi qu'il fallait avoir été cette petite fille habitée par une question auquel les adultes ne voulaient pas répondre pour se confronter à un tel sujet. Et puis ne pas avoir peur de ce qui effraie en général. C'est-à-dire que les Africains ont appris cette histoire à l'école coloniale, c'est-à-dire que la manière dont on nous l'a racontée, la manière dont elle a été enseignée à ceux de nos aînés qui sont allés à l'école, est une façon, comment dire, ne leur a laissé que de la honte et de la culpabilité parce que on leur a fait comprendre que si ces événements étaient arrivés, c'était parce que, en quelque sorte, notre continent était peuplé de marchands d'esclaves qui ne faisaient que ça du soir au matin et pendant des siècles. Et quand on a connaissance du destin de ceux qui ont été déportés, de cet esclavage très cruel qui a été vécu dans toutes les Amériques, il n'est pas facile de déceler les aspects de l'histoire, les aspects profondément humains qui échappent à ces questions
culpabilité, honte, j'ai vendu, je n'ai pas vendu. En réalité, ce n'est pas ça le sujet. Mais les Africains ont été écrasés par cette honte qui leur a masqué à eux-mêmes tous les autres visages. C'est-à-dire qu'ils ont été écrasés par la figure du fournisseur de captifs. Et donc, cette figure était tellement oppressante qu'ils ont oublié toutes les autres. Ils ont oublié, par exemple, que la majorité de la population de l'Afrique à cette époque-là, comme aujourd'hui et comme demain, et on pourrait le dire aussi pour l'Europe, c'était des gens qui n'avaient pas le pouvoir. C'était des gens qui ne prenaient pas de décision quant à ce genre de questions. C'était des gens simples, des gens ordinaires qui ont été embarqués dans une histoire qui les dépassait et qui l'ont simplement vécue, qui ont tenté de la traverser de leur mieux. Et voilà, on a oublié aussi toutes les populations qui ont résisté, qui se sont opposées, y compris d'ailleurs à leur propre chef. Hein, même si elles n'ont pas gagné voilà, cette bataille, elles ont quand même tenté d'empêcher ce trafic. Donc voilà, c'est la manière dont l'histoire a été reçue qui fait aussi que ce sujet-là est devenu paralysant pour beaucoup d'auteurs et qu'on n'a pas su le regarder de façon à y voir les aspects très simples du quotidien. Vous savez, la guerre, pour quelqu'un qui vit la guerre, si on sort même de ce sujet-là, pour quelqu'un qui vit la guerre, c'est pas tout le temps la guerre. La guerre, c'est, je ne sais pas, votre petite sœur qui s'en va acheter le pain et qui ne revient pas. C'est ça la guerre. Et c'est cette dimension-là que les auteurs de fiction doivent capter pour pouvoir transmettre la dimension humaine, intime de ce qui est pour nous tous voilà, un grand événement historique, une tragédie humaine. Je propose à ce point-là qu'on laisse parler le texte même. Donc, vous êtes prêt ou d'accord de nous lire quelques extraits de votre texte, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire un petit peu du début du roman La saison de l'ombre. Je ne vous explique rien, je ne dis rien, je vais lire directement. Et si vous avez des questions, vous me les poserez ensuite. Elle l'ignore, mais cela leur arrive au même moment. Celles dont les fils n'ont pas été retrouvés ont fermé les yeux au bout de plusieurs nuits sans sommeil. Les cases n'ont pas toutes été rebâties après le grand incendie. Regroupées dans une habitation distante des autres, elles combattent de leur mieux le chagrin. Le jour durant, elles ne disent rien de l'inquiétude, ne prononcent pas le mot de perte, ni les noms de ces fils que l'on n'a pas revus. En l'absence du guide spirituel, lui aussi perdu on ne sait où, le conseil a pris les décisions qui semblaient s'imposer. Des femmes ont été consultées, les plus âgées, celles qui ne voient plus leur sang depuis de longues lunes, celles que le clan considère désormais comme les égales des hommes. Parmi les deux qui eurent le privilège d'être entendus après la tragédie, Ébéissé, la première épouse du guide spirituel, a été particulièrement prise en compte. En tant que matrone, elle a assisté bien des parturientes. Elle a vu trembler certains des notables siégeant au conseil alors qu'ils attendaient à l'extérieur de la case où une vie allait éclore. Se mordant les lèvres, mâchouillant des herbes médicinales dans l'espoir de se calmer,
murmurant des suppliques au Maloba pour être délivrés de l'existence parmi les vivants tant l'épreuve leur était insupportable. Elle les a vus se tenir le bas du ventre, faire les 100 pas, la sueur dégoulinant du front, comme s'ils avaient eux-mêmes été en travail. Elle les a vus fanfaronner quand on a montré le nourrisson au mâne. Si l'enfant s'est présenté de la mauvaise manière, ou pire, s'il est venu au monde sans vie, la coucheuse a séché les larmes des pères, apaisé les angoisses devant l'interminable série de sacrifices à effectuer pour conjurer le sort. C'est elle encore qui a préparé le mélange d'herbes devant servir lorsque les parents du mort-né seraient scarifiés. Ici, on leur trace un symbole sur la peau afin que la mort se souvienne qu'elle leur a déjà ravi un enfant. Enfin, cette femme a vu les sages fragiles, perdus. Il n'y avait personne au sein de l'assemblée des anciens qui puisse l'impressionner. L'ancienne a donc eu l'oreille des notables. C'est elle qui a suggéré que soient logées sous le même toit les femmes dont les fils n'ont pas été retrouvés. Ainsi, a-t-elle déclaré, leur douleur sera contenue en un lieu clairement circonscrit et ne se répandra pas dans tout le village. Nous avons fort à faire pour comprendre ce qui nous est arrivé, puis reconstruire. Soucieux de ne pas être en reste, le chef, Moukano, approuvant d'un hochement de tête le confinement des mères éplorées, a donné l'ordre que les hommes les plus vaillants inspectent la brousse alentour. Des indices pourraient y être trouvés afin de prévenir d'autres attaques. Certains auraient voulu formuler des accusations, relever des manquements à l'égard des ancêtres, des Maloba, de Niambé lui-même. Quelle autre explication devant un tel drame? Les mécontents ont ravalé leurs protestations. Sans renoncer à exprimer leurs sentiments, il leur a semblé judicieux de se montrer patients. Avant de décocher leurs flèches, ils attendront que les dégâts soient réparés, éviteront ainsi qu'on ne les montre du doigt pour avoir fait pénétrer l'esprit de la discorde dans la case du conseil. Pendant la conversation, le regard franc de la matrone a croisé à plusieurs reprises celui de l'adipeux Mutango. Dans les yeux globuleux du dignitaire, la femme a vu se lever des houles dont elle n'a pas douté qu'elles se déverseraient sur le chef à la première occasion. Merci beaucoup pour cette Avec première plaisir. partie de lecture. Que les personnages féminins du roman sont très forts, me semble-t-il. En particulier Ebézé et Yabé qui s'opposent à l'interdiction de chercher les hommes disparus, les fils. Quel est le rôle des femmes dans ces récits? Alors je vais vous dire la vérité, le rôle des femmes dans ce récit était d'abord de faire plaisir à l'auteur. Il n'y a rien de militant là-dedans. La saison de l'ombre est le roman de mes 40 ans. Je l'ai écrit à un moment où j'étais enfin contente d'être une femme, enfin apaisée dans ma féminité, et j'ai eu envie de créer des personnages féminins qui me permettent de célébrer ce moment de ma vie. Et c'était la première fois que j'ai vraiment pensé à des personnages en quelque sorte héroïques. Je voulais que vraiment le roman repose sur elle. Je voulais faire des Yabé
une espèce d'enquêtrice de l'Afrique précoloniale et je voulais faire des BIC, une figure d'ancêtre tutélaire encore en vie, quelqu'un qui garderait la mémoire de son peuple et qui soutiendrait la transgression d'une jeune sœur. Donc voilà, il s'agissait d'abord de plaire à l'auteur, que l'auteur elle-même s'amuse en écrivant une histoire un peu douloureuse. Donc, votre langage, l'écriture, votre écriture est fortement façonnée par des rythmes et un son particulier, me semble-t-il. Vous dites vous-même que votre écriture est influencée par le jazz. Quel est pour vous le point de départ de l'écriture quand vous vous mettez à écrire? Est-ce que c'est un rythme ou un son ou est-ce que ce sont plutôt des éléments du récit? Pour les romans, ce n'est rien de tout ça. Pour les romans, pendant longtemps et même jusqu'à récemment, hein, c'est une question. J'écris pour répondre à une question qui, si on l'énonçait, euh, pourrait constituer un sujet d'essai. Mais comme ce que j'aime le plus, moi, c'est écrire de la fiction, ce que je fais, c'est que je convertis les termes de la question en personnages de roman. Donc, les termes de la question devenant des personnages qui vont interagir entre eux, ça me donne assez vite, quand je réfléchis bien, ce qui peut prendre beaucoup de temps, amener à maturation une idée de roman, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais en général, ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai trouvé dans quelle figure les éléments de ma question vont pouvoir s'incarner, je commence à apercevoir l'histoire. Et je ne me mets à écrire que quand je connais la fin de l'histoire. Si je connais pas, si je sais pas comment ça se termine, je l'écris pas. Parce que ça veut dire que je ne sais pas où je vais et que je risque de m'arrêter en chemin. Je ne fais pas partie des auteurs qui se laissent complètement porter par les personnages. Certains écrivains disent ça, mais moi, je suis un auteur dominateur, je suis Dieu quand j'écris, et les personnages doivent faire ce que Dieu a décidé. Voilà. Et donc, le rythme, donc, la Ah, musicalité de ça la c'est autre langue. chose. Ça, c'est autre chose. Une fois que le sujet est connu, l'histoire même est connue, elle va venir imposer la manière dont elle doit être écrite. Vous ne pouvez pas écrire une histoire qui se déroule dans une Afrique précoloniale, surtout si vous avez décidé de l'écrire du point de vue euh, des habitants d'une région africaine à cette époque-là. Vous ne pouvez pas l'écrire de la même façon qu'une histoire qui se passe à Paris de nos jours. Ça ne peut pas être le même rythme. Ça ne peut pas être le même phrasé. Les personnages ne s'expriment pas de la même manière, quelle que soit d'ailleurs la langue dans laquelle ils ne parlent pas de la même manière. Donc, le signifiant impose le signifié. Hein. L'histoire va vous dicter la manière dont elle doit être écrite et si vous êtes euh, un auteur sensible à voilà, la musicalité de la langue, vous allez écrire tous vos livres comme des compositions. C'est simplement que vous allez changer un peu de répertoire selon l'histoire racontée. Mais je pense qu'on reconnaîtra toujours votre voix. Donc moi, dans mes romans, voilà, l'histoire m'impose un rythme, une cadence. Je vais suivre ça, je vais travailler en fonction de ça. Quelquefois, je vais même m'autoriser comment dire,
je peux m'autoriser des incorrections de langage uniquement pour des questions de rythme. Et je peux aussi écrire un paragraphe entier seulement pour des questions de musicalité, ou même pour employer un mot qui pour moi résonne même d'une manière particulière dans le texte. Mais ça vient vraiment dans un second temps, c'est l'esthétique du roman, c'est le plaisir, pour l'auteur, le plaisir du chant, c'est comme quand on est sur scène et qu'on chante. Mais pour moi, un roman, ça s'entend. Et quand j'écris, j'entends mes phrases, je les entends dans ma tête, et j'entends quand ça sonne pas bien. Et c'est très important. Mais il faut dire que je suis un peu une chanteuse frustrée, donc ça vient sûrement de là. Parce que j'ai jamais voulu être écrivain, je voulais être chanteuse. Merci. Le récit est très riche en détails historiques. Vous parlez des rites, des coutumes, des objets, des visions du monde, des temps passés. Donc, quelles ont été les sources historiques de ces éléments, de ces connaissances dont vous avez besoin pour votre travail? Ce dont vous venez de parler, ce n'est pas des éléments historiques, c'est des éléments anthropologiques, des éléments de culture. Alors, j'ai une passion pour l'histoire, je l'ai dit, mais j'ai aussi une passion pour les cultures subsahariennes anciennes, et particulièrement de la partie d'où je viens, l'Afrique centrale. Je baigne là-dedans depuis toujours. Je vis entourée de livres sur ces questions, de livres et d'objets, parce que pour ces régions du monde, les archives, ce sont aussi les objets, hein, puisque nous parlons de culture orale, donc il faut se référer aux objets. Donc, les sources en ce qui concerne les éléments de culture viennent d'une accumulation de connaissances acquises au fil des années et qui se sont logées de manière très naturelle dans le livre parce que c'est une passion et parce que je suis tout le temps en train de rechercher sur ces questions-là, donc sur le quotidien, les habitudes quotidiennes, mais aussi sur les spiritualités, sur ce qui poussait à l'époque et qu'on pouvait manger. Il y a beaucoup de choses dans l'alimentation des Africains d'aujourd'hui que leurs ancêtres ne connaissaient pas. Par exemple, si vous allez en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, vous allez voir 1000 manières de préparer le manioc et on vous présentera le manioc comme une denrée traditionnelle, mais le manioc est arrivé sur notre continent dans les navires du commerce triangulaire. Il vient d'Amérique du Sud. Donc, les Moulangos ne connaissaient pas le manioc, par exemple. Donc, quand on veut écrire un roman comme ça, quand on a décidé de l'écrire selon voilà, la vision du monde des personnages principaux, oui, il faut s'intéresser à tous ces éléments qui, même pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, sont inconnus. Donc, il faut, voilà, les sources, c'est les travaux de chercheurs sur ces questions, les travaux aussi d'historiens de l'art, les gens qui travaillent sur la signification de la statuaire, par exemple, la statuaire d'Afrique centrale qui est très riche. Par exemple, à un moment dans le texte, on voit que les femmes qui ont été réunies dans une case posent la tête sur un appui-tête et non pas sur le sol. Ces appuis-têtes, on peut les voir aujourd'hui dans des musées en Europe. Je pense qu'en Afrique, on les connaît très peu. En tout cas, dans cette partie-là de l'Afrique, en Afrique centrale, on les connaît très peu. Mais ils ont existé et effectivement, on les taillait dans un bois choisi parce qu'il s'agissait de euh, euh, protéger la vie intérieure, les rêves. On ne pouvait pas poser la tête n'importe où si on voulait être sûr de bien rêver, parce que le rêve n'était pas perçu comme une espèce de moment d'inconscience, mais il était perçu comme le, le,
euh, comment dire, la traversée d'une autre réalité, mais vraiment quelque chose de vécu. Quand vous rêvez quelque chose, c'est que vous avez vécu cette chose simplement dans une autre dimension. Et donc, pour favoriser des rêves positifs, de bonne nature, des rêves bénéfiques, il fallait choisir le bois dans lequel on allait sculpter l'appui-tête. Donc, voilà, ce sont des sources diverses qui ont permis de recréer ce que pouvait être la vie d'une population appartenant au groupe qu'on a appelé Bantou en Afrique centrale. Et j'apporte cette précision parce que, évidemment, l'Afrique que je décris, que ce soit dans ce roman-ci ou dans les autres, ce n'est pas toute l'Afrique. C'est l'Afrique que je connais, c'est l'Afrique d'où je suis originaire, qui est l'Afrique centrale. Hein? Donc, ce qu'on retrouve dans le roman, on peut le voir encore aujourd'hui, parfois, chez les peuples de cette région du monde. De dire que le Merci. concept de frontière, Madame Miano, se trouve dans le titre du volume d'essais qu'on a traduit. Et il y a un essai même à ce sujet dans ce volume dont Lisa Wegner a lu des extraits. La frontière joue pour vous un rôle central en tant que métaphore théorique. Pouvez-vous nous expliquer ce rôle de la frontière? Oh, c'est vraiment très simple. Je la décris comme un espace de médiation et de rencontre entre les cultures plutôt que un lieu d'affrontement et de séparation. Et d'ailleurs, cette acception est ancienne dans certaines régions d'Afrique subsaharienne où la frontière était perçue comme ça. C'est l'endroit où on va rencontrer les autres. C'est pas l'endroit où on va se séparer d'eux. Et donc, j'applique cette vision de la frontière à la définition de ma propre identité, puisque même si j'aime pas me définir, on me le demande souvent. Et en réalité, c'est quelque chose qui m'est venu très très vite. On m'avait demandé lors d'un festival auquel j'avais été conviée d'écrire mon identité. Et c'est le terme qui m'est venu le plus spontanément, une identité frontalière, parce qu'elle est composite et parce que je ne peux pas choisir entre les éléments qui la constituent. Je suis faite comme ça. Je suis quelqu'un qui a grandi en Afrique subsaharienne dans la langue française. Voilà, donc je pense en français depuis toujours. Je n'ai parlé que le français à mes parents et à mes grands-parents. Mais je suis aussi habitée par d'autres langues qui étaient parlées autour de moi, qui étaient parlées dans mon pays, puisque le Cameroun a deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. Donc, je suis traversée par tellement de choses que je suis toujours très mal à l'aise quand on me demande de me définir, quand on me demande, mais est-ce que vous êtes plus africaine ou plus européenne? Non, je suis une africaine qui a plein de choses à l'intérieur. Et je vois pas, là, j'appartiens peut-être pas à la vision de l'Afrique, que je ne représente pas l'Afrique que les gens ont dans leur tête, mais je représente une Afrique, une sorte d'Afrique qui est elle aussi authentique à sa manière. C'est juste que c'est une Afrique qui a rencontré le monde et qui n'en est pas embarrassée. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir grandi en regardant des westerns et en écoutant du jazz, en regardant La Belle au bois dormant ou en étant amoureuse d'Albator. Voilà, ça vous fabrique aussi un être humain et je pense que ça permet le fait d'abriter tous ces mondes à l'intérieur de soi et d'en avoir conscience, bah, ça permet de se reconnaître dans les autres d'où qu'ils soient. Moi, j'ai pas de... Quand je rencontre des personnes, je rencontre pas leur race, je rencontre pas leur ethnicité, je les rencontre, elles, ces personnes-là.
Et parfois, il y a des malentendus. Récemment, une jeune femme, enfin une femme, parce qu'elle a 40 ans et plus, afropéenne, m'a demandé comment je la définirais. Et j'ai répondu toutes sortes de choses, mais rien d'identitaire, parce que pour moi, cette chose-là n'est pas première. Et j'ai bien compris que ça ne lui plaisait pas, parce qu'elle a une vision identitaire d'elle-même et des personnes. Et ce n'est pas du tout mon cas. Je n'ai de réponse identitaire que quand on me pose la question. Sinon, le reste du temps, ben, je m'appelle Léonora et j'ai cette histoire qui fait que je comprenne les gens d'ici et d'ailleurs, et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Ich habe das Signal von meinen Kolleginnen bekommen, dass es viele Fragen von Seiten des Publikums gibt. Dagmar Hunold und Marie-Pia Liebenberg haben sie gesammelt. Ich würde Sie bitten, die jetzt an Leonora Miano heranzutragen. Donc, Leonora Miano, il y a pas mal de questions de la part du public qu'on a fait au chat. Et donc, il y aura Marie-Pia Liebenberg et Dagmar Hunold, mes collègues, qui vont vous poser les questions maintenant. Ok. Je vais boire une petite gorgée. Oui, merci à tous pour les questions. Je pense que Leonora Miano n'aura pas le temps de répondre à viele Fragen. Ich denke, dass wir werden heute Abend nicht alle, oder Frau Miano wird alle nicht beantworten können heute Abend. Es gibt zum Beispiel Fragen über die afrikanischen Sprachen, ob die Texte von Frau Miano auch in afrikanische Sprachen übersetzt worden sind. Madame Miano, est-ce que vos romans sont aussi traduits dans certaines langues africaines? Comment sont-ils perçus par des publics d'Afrique centrale? Et voilà, quelles sont vos relations à ces langues d'Afrique centrale? Les langues d'Afrique centrale sont dans mes romans. Ça veut dire que la relation ne doit pas être si mauvaise. Est-ce qu'ils sont traduits dans ces langues? Non, parce qu'ils n'auraient pas beaucoup de lecteurs. Il ne suffit pas de parler une langue pour être en mesure de la lire. Dans leur grande majorité, les Africains d'aujourd'hui ne sont pas alphabétisés dans leur langue. Donc, même s'ils les parlent, ils ne sont pas en mesure de lire de la littérature dans ces langues. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Alors, il y a des exceptions. Hein. Il y a des langues subsahariennes dans lesquelles on peut produire beaucoup de littérature parce qu'il y a déjà un lectorat qui est prêt pour ça. Mais ce n'est pas encore le cas au Cameroun, ni même ici au Togo où je vis. Pourtant, ces deux pays ont des langues qui s'écrivent, mais voilà, il faut préparer un lectorat, c'est-à-dire qu'il faut former les gens à la lecture des langues qu'ils pratiquent au quotidien. Et quand ce sera fait, peut-être que la saison de l'ombre pourra être traduite dans des langues camerounaises. On verra. Eine weitere Frage dreht sich um die Rolle Ihres Werkes. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Ihr Werk in der Konstruktion einer Zukunft für afrikanische Gesellschaften heutzutage? Une autre question concerne le rôle de votre œuvre littéraire. Selon vous, quel rôle joue votre littérature dans la construction d'un futur pour les sociétés africaines? Est-ce que c'est à moi de répondre? Je suis quelqu'un d'absolument, suffisant, comme on s'en est aperçu, et très sûr de moi et tout ça, très contente de ma personne. Mais enfin, je n'ai pas la prétention d'exposer à partir de ma littérature quelque chose qui soit... En tout cas, ce n'est pas à moi de dire si c'est utile au futur de l'Afrique. C'est au lecteur de décider si oui ou non il trouve dans ces textes quelque chose qui les porte, qui les nourrisse, voilà, et qui leur donne des clés ou pas d'ailleurs. Et pourquoi seulement l'Afrique? Moi, je ne crois pas à ça. J'ai grandi en lisant William Shakespeare et Oscar Wilde et je ne vois pas pourquoi dans mes romans il y aurait des réponses seulement pour l'Afrique. Si nous parlons bien d'humanité et si nous sommes tous la même humanité, il peut y avoir dans ces livres
quelque chose pour vous tous et pour d'autres encore qui ne sont pas ici. Mais ce n'est pas aux auteurs de le dire. Donc, je n'ai pas de réponse à ça, mais je n'ai pas répondu à la question qui m'était posée sur la manière dont mes œuvres sont reçues en Afrique. On m'a posé cette question tout à l'heure. Eh ben, ça dépend. C'est comme en Europe, ça dépend du lecteur. Il y en a qui adorent et puis il y en a qui détestent. Ce que je peux dire, c'est que mes livres ne sont pas consensuels. Hein? Donc, pour la saison de l'ombre, par exemple, on m'a beaucoup félicité et puis on m'a aussi beaucoup insulté voilà, pour l'avoir écrit, mais j'ai l'habitude. Le jour où mon travail sera absolument consensuel, je pense que je m'inquiéterai, ça voudra dire que je suis peut-être plus tout à fait moi-même. Il y a beaucoup de questions sur la musicalité de vos textes, de votre langue. Est-ce que on demande si vous retravaillez vos textes en les lisant à haute voix ou bien si vous les écrivez comme ça d'un trait? Et est-ce que vous pensez que cette musicalité est bien rendue dans la traduction anglaise? Voilà, ce sont plusieurs questions sur la musicalité. Oui, je retravaille beaucoup mes textes. Pour moi, écrire, c'est surtout ça. C'est surtout ça, c'est ce retravail de la phrase, cette recherche du mot juste et de la cadence appropriée. Je ne lis pas forcément à voix haute, mais j'entends le texte. J'entends le texte. Pour moi, un texte, ça s'entend aussi, donc je l'entends toujours. C'est pas parce qu'on fait silence qu'on... Quelquefois, quand on fait silence, d'ailleurs, on entend mieux. C'est comme quand vous écoutez une musique et que vous ne parlez pas dessus. Eh bien, c'est la même chose quand je lis un texte que j'ai écrit, je l'entends exactement comme si j'écoutais une musique. Donc, je suis en mesure de le corriger dans cet aspect-là de son esthétique qui m'importe énormément, qui est voilà, la musique du texte, quoi. Et est-ce que la musicalité de la saison de l'ombre est bien rendue dans sa traduction anglaise? Je trouve que la traductrice a fait un très beau travail, qui est... bon, le travail de traduction est difficile, je le sais parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait moi-même pour gagner ma vie. Donc, ça vous impose des choix parce que tout n'est pas transposable d'une langue à l'autre. Il y a des choses qui tout simplement n'existent pas dans deux univers, voilà, d'un univers linguistique à l'autre. Donc, le traducteur est confronté à des choix qui vont aussi influer sur, voilà, sur la restitution de ce texte de départ dans une langue d'arrivée. Et je trouve qu'en anglais, la traduction est très, très réussie. Elle a très bien travaillé. C'est une bonne traductrice qui vient d'ailleurs de terminer la traduction du premier volume de Crépuscule du tourment. Et j'ai pris plaisir à lire sa traduction comme si je ne l'avais pas écrit, ce texte, quoi, tellement elle avait bien travaillé. Donc, et voilà, et je tiens à le dire parce que voilà, cette traductrice qui traduit si bien mes livres, eh bien, n'est ni noire ni africaine. Parce qu'on a eu ces questions-là avec les traductions des poèmes d'Amanda Gorman. Ben, voilà, elle est simplement compétente et sensible. Elle aime son travail et elle est sensible. Elle connaît la langue française. Elle est sensible aux univers que je peux déployer. Et voilà, ce sont les qualités qui sont attendues d'un traducteur ou d'une traductrice. Es gibt noch eine Frage oder es gab mehrere Fragen auch zu den Übersetzungen, beziehungsweise dazu, wir haben ja gesehen, dass Frau Miano auch reagiert hat nach der Lesung und sozusagen natürlich auch Detailfragen. Wie ist es für Sie zu wissen, dass Ihre Bücher in verschiedenste Sprachen übersetzt werden und Sie nicht unbedingt immer die Übersetzer kennen? Und ja, sozusagen nicht Einfluss wirklich darauf haben.
Comment est-ce que c'est pour vous? Quelle sensation avez-vous de savoir que vos livres sont traduits dans maintes langues dans le monde et que ces traductions sont faites par des traducteurs, des traductrices que vous ne connaissez pas forcément, avec lesquels vous n'êtes pas forcément en contact et vous n'avez pas de main sur ces traductions? Oh, écoutez, je prends ça avec philosophie parce qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, je n'ai aucune idée en réalité de ce que les gens vont lire quand ils me lisent dans une langue que je ne connais pas. Pour la petite histoire, il y a déjà un certain nombre d'années, lorsque mes premiers romans paraissaient, je me suis retrouvée, je pense à Bruxelles, dans un festival littéraire avec d'autres écrivains. Et l'un d'entre nous est tombé sur la traduction en espagnol de l'un de ses romans. Il se trouve que cet auteur lit l'espagnol et en parcourant comme ça l'ouvrage, il a découvert dans la traduction tout un chapitre qu'il n'avait jamais écrit. Hein? Donc voilà, ça peut nous arriver. Donc nous faisons confiance à nos éditeurs pour céder les droits de nos textes voilà, à des confrères, à d'autres éditeurs voilà, respectueux de notre travail et des éditeurs qui eux-mêmes ont à l'intérieur de leur maison d'édition des personnes capables d'évaluer le travail des traducteurs. Si vous êtes un éditeur allemand qui fait traduire en français, en allemand des livres écrits en français et que personne au sein de la maison d'édition ne lit le français, voilà, il y a peut-être un manque de sérieux, je ne sais pas. Donc c'est là-dessus qu'on peut c'est seulement là-dessus que l'auteur peut compter. Vous savez, La Saison de l'ombre a été très traduit parce que le roman a eu le prix féminin. Je ne saurais jamais ce qu'il y a dans la traduction arabe. Je ne saurais jamais ce qu'il y a dans la traduction roumaine. Je ne saurais jamais... voilà, j'ai la chance que presque tous mes romans soient traduits en suédois, mais je ne lis pas le suédois. Donc, on peut juste faire confiance et espérer qu'on ne soit pas trop trahi. Mais je sais que nous serons trahis. Récemment, j'ai eu entre les mains une mauvaise traduction d'un de mes textes et j'ai récusé. De toute façon, la traductrice a compris qu'il fallait qu'elle se retire parce qu'elle voyait bien à mes remarques qu'on n'allait pas pouvoir travailler ensemble. Donc voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Ces traductions sont importantes pour le public, pour nos éditeurs. Quand on annonce qu'un roman ou les livres d'un tel ont été traduits dans plus d'une dizaine de langues, les gens accordent de l'importance à cela, ça leur donne le sentiment que l'auteur est donc plus important, mais en réalité, on ne sait pas si ce sont ces livres qui sont traduits. Voilà, on ne sait pas. Merci beaucoup pour ces réponses aux questions du public. Vielen Dank für diese Antworten auf die Fragen aus dem Publikum. Donc, nous approchons doucement à la fin de la soirée, de notre soirée, même s'il y a encore beaucoup de questions dont on n'a pas trouvé, enfin, on n'a pas pu répondre pour des raisons du ton qui est déjà assez avancé. Et je pense aussi à notre interprète Daniel Bintener qui doit être bien fatigué après cette 1h30. Donc, Madame Miano, merci beaucoup pour cette conversation très inspirante. Nous espérons de vous voir bientôt pour la présentation de la traduction allemande dans notre livre de votre plume. On attend bien sûr aussi une visite de vous ici à Dresde en présentiel la prochaine fois, espérons bien. Ça serait magnifique. Ça va arriver, ça va arriver. On l'aura bien mérité en tout cas. On a bien assez souffert avec cette pandémie, on aura bien mérité toutes nos rencontres à venir.
Merci beaucoup. Vielen Dank an alle Mitwirkenden, an Ina Pfitzner und Lisa Wegner. Vielen Dank an die Kolleginnen vom Institut Français. Vielen Dank natürlich auch an das Publikum, an Ihre Mitwirkung. Bleiben Sie dem Zentrum Frankreich Francophonie und dem Institut Français Sachsen treu. Et donc, un dernier mot encore en français. Au revoir, Madame Miano, et à bientôt. À bientôt à vous et merci au public nombreux qui nous a suivis et je leur fais un signe de revoir pour une prochaine rencontre en face à face, en vrai comme on dit. Voilà. Une prochaine rencontre en vrai. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci à notre interprète Daniel Bintener qui a eu beaucoup de travail ce soir. Merci Madame Miano, nous serons ravis de vous avoir en Saxe. Nous avons hâte de vous. Avec plaisir, avec plaisir.